Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ça s'appelle Nouvelle Donne et en toile des fonds de cette édition. Le sujet ne laisse personne indifférent. Le sujet fait grincer les dents. Le même sujet fait droit dans le dos. Le même sujet donne la chair des poules. Les embouteillages à Kinshasa, ça empoisonne la vie des habitants de la capitale de la République démocratique du Congo, des gens de tous âges, des Congolais comme des étrangers. Apparemment, les gouvernements tentent les tout pour les tout. Apparemment, rien n'y fait. Alors, les scientifiques se saisissent à leur tour de cette équation. C'est le cas de l'invité de ce soir, déjà en plateau des Nouvelles Donnes, tel que vous pouvez déjà l'apercevoir sur votre téléviseur. Les professeurs universitaires, professeurs des universités Germain Mubinga Ngilika, nous fait l'amitié, le plaisir, l'avantage de venir sur le plateau des Nouvelles Donnes proposer aux gouvernants des pistes et des solutions, des sorties des embouteillages à Kinshasa. Professeur Germain Mubinga, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Pour la première fois, nous avons le plaisir de vous recevoir sur le plateau des Nouvelles Donnes. Vous êtes penché sur cet épineux problème des embouteillages. Vous avez creusé la tête et vous apportez des pistes et des solutions pour soulager un temps soit peu les Congolais de Kinshasa qui ne savent plus apparemment à quel sein s'est voué. Et vous venez sortir des presses votre livre intitulé justement Embouteillage à Kinshasa. Quelle thérapie? D'abord, la première question est celle-ci. Professeur Germain Mubinga, qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous pencher sur cette question épineuse des embouteillages à Kinshasa? J'enchaîne avec la deuxième question tout de suite. Quelles sont vos motivations? Professeur Germain Mubinga. Merci beaucoup de votre question qui est pertinente. Et je profite de votre micro pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ce qui nous a poussé à concevoir pareil sujet, c'est d'abord une angoisse existentielle. Nous vivons à Kinshasa dans une atmosphère presque empoisonnée, dans une certaine incertitude, causée par quoi? Par les embouteillages. Les embouteillages sont devenus inévitables dans cette mégapole Kinshasa. Et nous nous sommes dit, sans être médecin bien entendu, c'est pourquoi nous parlons de la thérapie. C'est une métaphore que nous avons empruntée à la médecine. C'est que nous avons identifié les causes de ces embouteillages dans la ville de Kinshasa et nous avons proposé des pistes, des solutions. Après avoir identifié ces embouteillages, les causes de ces embouteillages, nous avons trouvé des pistes et des solutions pour soulager tant soit peu les habitants de cette mégapole au centre, au cœur de l'Afrique. Alors, professeur Germain Mubinga, avant d'aller plus loin, embouteillage
et bouchon, c'est du pareil au même? Ah non, ce sont des mots qui sont utilisés des fois à tort et à travers. Nous profitons de cette occasion pour en préciser les contours. Je vous en prie. Embouteillage, comme vous le remarquerez, provient du mot bouteille. Vous savez, chaque bouteille a une partie qu'on appelle le panse, c'est-à-dire la partie qui a la forme de l'entonnoir. De telle sorte, quand on veut déverser les liquides qui contient les liquides à l'intérieur de cette bouteille, il y a un cafouillage qui se crée. C'est ça l'embouteillage. Et chaque bouteille a un bouchon. Et les bouchons, c'est quand il y a plusieurs véhicules qui se retrouvent dans un carrefour, mais dans un petit temps. La différence est liée par rapport au temps. C'est-à-dire les embouteillages, c'est sur un grand espace pour une longue durée. Il y a des embouteillages qui peuvent aller jusqu'à une journée, une demi-journée. Mais les bouchons, c'est pour un temps. Quand on essaye de réguler la circulation, les bouchons se terminent facilement. Mais les bouchons finissent par devenir des embouteillages. C'est ça la petite différence. Mais sinon, les deux, ce sont des phénomènes de la route qui empoisonnent la circulation, qui dérangent la circulation, qui ne rendent pas la circulation fluide. Il y a des causes que nous allons tout à l'heure là identifier avec vous. Alors, professeur Mouinga, bon, les cas qui se posent à Kinshasa avec acuité, ce sont des embouteillages et pas les bouchons. Les deux. Je vous ai dit des que jours ça comme peut des nuits. commencer par un bouchon et se terminer par un embouteillage. Ça peut commencer par quelques bouchons et puis... Et puis, l'ensemble de beaucoup de bouchons, ça crée un embouteillage. Et finalement, ça ne bouge pas. Les véhicules, on ne sait pas se déplacer. Pire encore, vous verrez même certains piétons. En fait, mais tous les usagers peuvent être bloqués à cause des embouteillages. Professeur, on va y aller avec de la méthode pour que les gens puissent comprendre ces phénomènes d'un genre nouveau ces dernières années à Kinshasa. Alors, pourquoi ça s'étend au même moment sur l'ensemble de la capitale, l'ensemble de la ville? C'est pour cette raison que si vous on peut avez observer le même phénomène partout et en même temps. Vous aurez l'occasion de lire en profondeur cet ouvrage que nous venons de produire aux presses universitaires de Kinshasa. Vous allez comprendre que tout est parti d'un fait. D'abord, l'évolution exponentielle de la population. Je suis parti à scruter la littérature depuis 1920. Alors, racontez-nous les phénomènes et expliquez-nous. Il y a un siècle de cela. La ville de Kinshasa ne comptait que 1600 habitants. À l'époque de Léopoldville, vous voulez dire? Oui, à l'époque de Léopoldville, même bien avant l'indépendance. Nous sommes en quelle année, là? Nous sommes en 1920. Déjà 1920. Cette ville de Kinshasa ne comptait que 1600 habitants. Et imaginez-vous un exercice mental, si on pouvait enfermer toute cette population au stade des Martyrs, qui a la capacité d'environ 80 000 places, et les 1600 se noyeraient et on ne comprendrait pas que le stade est rempli de beaucoup de gens. Le stade serait presque vide, comme on le dit. Et aujourd'hui, de 1920 jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons qu'il y a une évolution exponentielle de la population. Malheureusement, une expansion démographique incontrôlée. Nous avoisinons... Donc 1920, 2025, plus ou moins 80 ans. Déjà. Oui. Et aujourd'hui, nous avoisinons les 18 millions d'habitants. Kinshasa. Oui, Kinshasa. 18 millions d'âmes. 18 millions d'âmes. À cette population galopante, il faudra ajouter les infrastructures routières qui n'ont pas suivi, les infrastructures d'habitation aussi, qui n'ont pas suivi cette montée exponentielle de la population. Ce qui fait que les routes que nous utilisons aujourd'hui n'ont pas de pistes cyclables, les routes n'ont pas de pistes pétonnières, il n'y a pas d'aire de repos, il n'y a pas d'aire de stationnement, les arrêts de bus
et des taxis ne sont pas facilement identifiables. À côté de tout cela, nous enregistrons, nous identifions des garages pirates. Il y a même des marchés pirates. Tout ça, c'est à cause de la montée exponentielle de la population. Aussi, cette population, malheureusement, il n'y a pas un transport digne de ce nom, un transport de masse. Il suffit de voir, parce que chaque matin, chaque soir, disons à des heures de pointe, nous vivons des situations compliquées. Un mouvement pandémique vers la ville, parce que Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo, donc le siège des institutions. Et quand vous êtes à Kinshasa, c'est Gombe qui est le siège des institutions. Le matin, tout le monde a tendance à aller en ville, à la Gombe, et le soir, tout le monde a tendance à retourner chez soi, et c'est compliqué. Là, la théorie centre-périphérie se justifie. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette montée fulgurante de la population? À l'époque, les bonnes écoles, c'était à Kinshasa. L'université, c'était à Kinshasa. La grande administration, c'était à Kinshasa. Et tous ces gens, ça pourra faire rire un peu, tous ces gens qui sont venus étudier, qui sont venus se faire soigner, qui sont venus arranger leurs problèmes d'administration, ne sont jamais retournés. Et là, notre pays a déjà accédé à la souveraineté nationale. Oui, le pays a accédé à la souveraineté nationale. À l'intérieur, il y a 1960. La sécurité de toutes formes, il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité de toutes ses formes, sous toutes ses formes. L'insécurité sur le plan professionnel. Les gens qui sont à l'intérieur du pays croient que s'ils ne viennent pas à Kinshasa pour arranger leurs problèmes d'administration, ils ne trouveront jamais de solutions. La richesse du mieux-être. Ah, voilà. Tout cela concourt à ce que Kinshasa soit bourré de beaucoup de monde. Il n'y a pas que ça comme cause. Nous avons notre code de la route, c'est un code de 1978. Souffrez que je parle comme un Belge. Hein? Je vous en prie. C'est un code de 1978. Et malgré tout cela, nous continuons à l'appeler nouveau code de la route parce que c'est ce qui est inscrit sur la couverture. Nouveau alors qu'il est obsolète. Alors que nous avons même certaines autorités qui n'ont pas cet âge-là, qui sont très jeunes. Ce qui veut dire que le code là, il est obsolète. Il ne s'adapte pas aux réalités. Par le passé, il n'y avait pas par exemple de téléphone mobile. Quelqu'un pouvait rouler, il n'allait pas utiliser son téléphone. Mais maintenant, il y a des gens qui visualisent même des films sur leur téléphone. Et ce sont des contraventions. Ils s'exposent et exposent d'autres usagers aux accidents de la route. C'est de l'insécurité sur la route. Et tout ça, ça contribue aux difficultés, aux embouteillages que nous ne cessons jamais de constater sur la voie publique. Nous avons un autre problème, les permis de conduire. Heureusement que les autorités ont pensé à arranger de ce côté-là, mais nous sommes en train de prier pour qu'on ne puisse pas verser dans l'état du passé avec l'octroi des permis de conduire sur la route, n'importe où. Maintenant, je vois qu'il y a des gens qui passent au test, mais ce n'est pas tout le monde. Les Congolais, mes frères, sont en train d'attendre peut-être le dernier moment pour faire du cafouillage. Nous sommes en train de prier aux autorités pour que cela ne puisse pas revenir. Il y a ce code-là, bien qu'ancien, bien que vieux, les gens ne le maîtrisent même pas. Et ceux qui maîtrisent n'obéissent même pas aux prescrits de ce code. Quand vous parlez des gens, vous faites allusion à qui? Les usagers de la route, les usagers de la route, du piéton à l'automobiliste, tout le monde. De l'élève au professeur. Les agents qualifiés, et ils maîtrisent. Tout le monde. Ils font partie des usagers. Les agents ils font partie des usagers. Oui. Curieusement, nous rencontrons même certains agents qualifiés, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, des agents qualifiés qui n'ont pas la maîtrise de ce code de la route. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de il n'est pas indiqué que ce code soit maîtrisé seulement en français. Nous souhaiterions que ce code soit expliqué dans les langues vernaculaires. Comme ça, tout le monde le comprend. Attendez, professeur, j'ai du mal à vous suivre. Les policiers agents qualifiés, la police de roulage, qui ne maîtrisent pas les codes de la route,
J'ai du mal à comprendre comment ils n'ont pas été formés pour se retrouver à faire la régulation routière. Ben non, bon, ne soyons pas très rigoureux de ce côté-là parce que la police nationale congolaise est en pleine réforme. Hein. Il y a une réforme et puis ça continue. Mais on en parlait déjà depuis 20 ans. J'ai la ferme conviction que avec la révision du code de la route, avec la réforme qui est en cours, tout le monde se mettra au pas. Réforme. C'est dans les pistes de solutions, vous allez voir. Depuis des décennies. Hein. Vous allez voir que j'ai prévu quelque chose, j'ai prévu des pistes de solutions pour cette catégorie de problèmes. Je vous en prie. Ok. Un autre problème, c'est la numérisation du trafic routier. Qu'est-ce à dire? Des fois, vous voyez, nous n'avons pas de caméras de surveillance, par exemple. Et ce code-là ne prévoit nulle part où on peut interpeller quelqu'un parce qu'on l'a vu dans la caméra de surveillance. Et d'ailleurs, cette caméra va fonctionner comment? Pas. Cette caméra va fonctionner comment? D'abord, il n'y a pas de base de données fiable pour les plaques d'immatriculation. Et pourtant, une plaque d'immatriculation devra être une identité. De telle sorte que, quand quelqu'un a commis... Vous regardez dans quelle direction là? La DGI? Oui, hein, c'est la Direction Générale des Impôts qui est censée... Qui ne fait pas le job. Maîtriser, qui fait mal le job. Maîtriser la base de données pour la mettre à la disposition, par exemple, du service d'application de la loi. La DGI ne fait pas le job. C'est un problème holistique et nous devons trouver des solutions holistiques. Holistique, c'est un mot technique. Je suis en train d'égrener les chapelets. Je suis en train d'égrener les chapelets. À la fin de compte, vous allez comprendre qui est intervenant pour la thérapie que nous allons proposer. Je vous en prie. Voilà. Imaginez-vous, un véhicule peut vous tamponner arborant une plaque d'immatriculation XY, et quand vous cherchez à retrouver ces véhicules, vous tombez au niveau de la base de données, peut-être c'est un véhicule qu'on ne retrouvera jamais. Une grande difficulté. Et si par exemple tout est numérisé, il y a une base de données fiable, quelqu'un peut commettre une contravention, qui qu'il soit, haut fonctionnaire ou pas. Mais la base de données, l'appareil, la caméra va indiquer qui a commis la contravention. On ne verra pas un individu. Et je crois que les trafics d'influence vont se terminer à ce niveau. Il y a aussi un phénomène très particulier que nous avons constaté dans notre ville, ici. Ce sont des véhicules de particuliers qui arborent les plaques de l'administration publique. Ce phénomène fait en sorte qu'il y ait beaucoup de véhicules en circulation, en bon ou en mauvais état, en circulation incontrôlée et dont on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas les conducteurs. Les conducteurs, peut-être qu'ils n'ont même pas de permis de conduire, les véhicules sans aucun document de bord, bon, peut-être un engin de mort sur la voie publique. Et tout ce cafouillage fait qu'il y ait beaucoup de véhicules sur la voie publique et les véhicules ne respectant pas les normes existantes. Il y a le phénomène marché public. Vous voyez que tout est parti de l'évolution exponentielle de la population. Les gens qui n'ont pas de travail, les gens qui se débrouillent, vendent le long de grandes artères. Il y en a qui étalent leurs marchandises à même les sols. Et cela rétrécit les chaussées. Les mécaniciens qui ont aussi leur garage aux abords de la route, aux abords des artères principales. Et ces garages rétrécissent aussi les chaussées. Il y a aussi un autre phénomène. Les autorités ou les hauts fonctionnaires qui circulent dans le sens contraire de la circulation. Mais comment, s'il n'y a pas de caméra de surveillance, comment savoir que c'est telle autorité qui a eu telle escorte? Et puis, ce n'est pas tout le monde qui doit avoir l'escorte. Ce n'est pas tout le monde. Et, à ma connaissance, au ministère de l'Intérieur, il y a un arrêté qui réglemente tout cela. Mais pourquoi on ne respecte pas? Pourquoi on ne respecte pas?
Cela étant, nous n'allons pas nous éterniser à pleurnicher. Nous avons eu à étudier ce phénomène qui s'est produit ailleurs, dans d'autres grandes villes. C'est-à-dire vous avez fait des études comparatives. Voilà, nous avons fait des études comparatives. Donc, d'abord, une étude systémique, nous avons étudié les systèmes qui existent au Congo. Après, nous nous sommes dit, nous devons comparer avec d'autres grandes villes. C'est pour cette raison que vous allez voir... Vous avez fait le déplacement de plusieurs agglomérations en Afrique, en Europe, c'est un déplacement en documentaire Amérique. comme chercheur. C'est un déplacement documentaire comme chercheur, oui. C'est pour cette raison que vous allez voir, nous avons étudié 2 villes aux États-Unis, 2 villes en Afrique, 2 villes par continent. Qui sont? Pour arriver à... Qui sont? On va essayer de comprendre. Nous avons par exemple... Vous pouvez les citer. Nous avons par exemple étudié Tokyo. Nous avons étudié Stockholm. Nous avons étudié le Caire. Nous avons étudié d'autres villes. Nous avons étudié deux par continent. Et ce qui nous intéresse, c'est l'Asie, vous avez étudié aussi nous avons étudié le Japon. Japon. La Chine, non. Oui, nous avons étudié la Chine, nous avons étudié Pékin, par exemple. Ce qui fait que, pour les pistes de solutions, nous avons des pistes endogènes et des pistes exogènes. Les pistes exogènes viennent des leçons d'autres villes. Par exemple, il y a des villes où, je ne voudrais pas faire la publicité d'autres villes, hein, le patriotisme ne... Non, c'est pour aider à comprendre Voilà, pourquoi Kinshasa est tellement... On dit de Kinshasa que c'est la ville la plus embouteillée du monde en ce moment. Oui. Selon plusieurs médias internationaux. Nous avons par exemple à Stockholm, où pour régler la circulation, on a créé une taxe, la taxe carbone, ou la taxe de pollution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les véhicules plus âgés. Ici chez nous, il y avait un premier ministre qui avait pris un décret interdisant l'entrée en République démocratique du Congo des véhicules de plus de 10 ans. Mais malheureusement, quelques temps après, ce décret a été abrogé. La conséquence, c'est quoi? À tort. Ça, on va voir après. La conséquence, c'est quoi? C'est que les véhicules, tous les véhicules, le Congo est devenu comme un dépotoir. De telle sorte que, parce qu'il n'y a pas de transport de masse, tout le monde a besoin d'être indépendant et de s'acheter un véhicule. Il n'y a pas de transport de masse. Qu'est-ce que ça signifie, les transports de masse? C'est-à-dire ce transport-là, un transport public qui est organisé par l'État et qui permet à ce que beaucoup de monde... Là, vous m'entraînez facilement sans méthode dans les pistes de solutions. Laissez-moi terminer, on va y arriver. Je vous en prie. Parmi les pistes exogènes, disais-je, on doit faire en sorte qu'on doit copier les modèles, les bonnes pratiques. Par exemple, la taxe carbone, la taxe pollution. Tous les véhicules d'un certain âge peuvent accéder à la Gombe, parce que c'est la Gombe qui est le siège des institutions, peuvent accéder à la Gombe, mais moyennant les paiements d'une taxe. Et il faudra que ce soit une très forte taxe, une façon de les décourager, de décourager les usagers à ne pas utiliser ce genre de véhicules. Mesure dissuasive. Et s'il y a les transports publics, les transports des masses, mais tout le monde sera rué à utiliser les transports en commun. Et si c'est du bon transport, comme ailleurs, vous voyez, après chaque 5 minutes, il y a au moins un bus qui vient. Il y a côté de la maison. Aujourd'hui, on va dire, non? Oui, Transco, ce sont des tentatives de bonne volonté, mais Transco, la population de la ville de Kinshasa est estimée à 18 millions. Goutte d'eau dans l'eau. C'est la raison pour laquelle vous voyez, par exemple, les motocyclistes appelés Wewa, ici à Kinshasa, selon les recherches menées, nous en avons enregistré à peu près 1 million en circulation.
1 million de motos 1 million de motos à en Kinshasa. circulation. Et Par comme jour. il n'y a pas de pistes cyclables, les motos sont sur la même chaussée que les véhicules, sur la même chaussée que les piétons. C'est très compliqué et les gens sont exposés. Et même les motocyclistes sont exposés, les automobilistes exposés, les piétons exposés. Que dira-t-on de nos enfants qui ne connaissent, qui ne comprennent rien du code de la route? C'est pour cette raison que dans les pistes de solutions, nous avons dit qu'il y a un cours spécifique du code de la route donné depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Parmi les pistes exogènes, parce qu'il faut copier les modèles d'autres pays, les chaussées telles que nous les avons, c'est déjà construit, mais on peut faire un traçage à côté ou un traçage qui sera dédié par exemple aux piétons, un autre traçage qui sera dédié aux motocyclistes, et on aura gagné, on aura trouvé une solution. Ce sont les pistes de solutions que nous donnons ici dans cette circonstance. Ce ne sont pas des pistes de solutions qui vont nous amener à dépenser beaucoup d'argent. Parce qu'apparemment, on a bon, peur. vous dites? Oui. Sans beaucoup d'argent? Non, on ne dépensera pas beaucoup d'argent. Attendez, je vais vous en convaincre après. Vous allez comprendre que c'est question seulement à un moment donné d'avoir de la volonté. Allez-y, professeur. D'avoir de la volonté, on va trouver une solution. Les pistes internes, les pistes endogènes. Nous avons proposé un transport multimodal. Vous voyez, notre fleuve, c'est un don de Dieu. On peut mettre des petites embarcations avec des gares presque partout à côté du fleuve. Et c'est du travail qu'on aura trouvé aux Congolais. Les Congolais qui seront receveurs, qui seront chefs de gare, qui seront conducteurs de ces embarcations vont trouver du travail. Dans l'entretemps, les déplacements seront faciles pour les Congolais qui habitent du côté du fleuve. On peut réactiver les trains urbains. Vous allez me dire, mais il y a déjà des constructions, ces constructions anarchiques. Qu'est-ce que l'on fera? Mais en droit administratif, il y a ce qu'on appelle expropriation pour cause d'utilité publique. On pourra détruire toutes ces maisons qui sont construites sur les passages du train et indemniser ceux qui ont construit s'ils ont obtenu des documents de la part des préposés de l'État. Parce que dans cette affaire, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui ont eu même des certificats d'enregistrement et ils doivent être indemnisés, par exemple. Il y a les gens qui ont vécu à Kinshasa, nous dirons peut-être, je parle sous leur contrôle, il y avait des trams, c'est-à-dire organiser des transports qui seront dédiés seulement à ce genre de véhicules qui ne rencontreront aucun autre véhicule sur leur passage. Tout cela éviterait des embouteillages et ça passerait dans différentes communes. Je suis allé même jusqu'à proposer les transports par hélicoptère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais nous allons encourager l'amélioration du climat des affaires. Qu'est-ce qui va se passer avec les hélicoptères? J'ai pensé subdiviser la ville de Kinshasa dans les anciens districts, district de Tchangou, district de la Funa, district de Moamba, et l'autre district, les 4 districts, de telle sorte qu'on crée des héliports. Et ces hélicoptères n'iront pas n'importe où, seront destinés à des endroits très stratégiques, par exemple à l'aéroport, par exemple à la Gombe, les sièges des institutions. Et pour éviter qu'il y ait du désordre dans nos airs, on peut exiger un certain prix pour ceux-là qui seront appelés à utiliser ces moyens qui sont un peu luxueux. Nous avons proposé parmi les pistes internes l'organisation des transports de masse. On commence par des grands bus, en dehors du train que j'ai cité, bien entendu. Les grands bus, les bus moyens. Transco, au jour d'aujourd'hui. Oui, même plus grands que Transco, des bus moyens et même des voitures. Et vous savez, l'État moderne ne peut pas seulement rester dans son rôle gendarme, dans son rôle de mission régalienne, il est un État participatif. Il peut exercer le commerce concurrentiellement avec les particuliers. Et vous ne verrez pas les caprices de nos frères qui par moments se réveillent un matin, ne veulent pas obtempérer aux instructions
du gouverneur de la ville et d'autres autorités de la ville quand il s'agit de la montée ou de la baisse du prix du transport en commun. Et les plus grands problèmes, c'est l'homme. Et nous avons proposé l'organisation d'une formation ou d'un cours en forme de module de l'éducation civique routière. Malheureusement, quand on parle de l'éducation civique, ici chez nous, les gens ont tendance à limiter cet enseignement à la maîtrise des seuls symboles de l'État, des seuls emblèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voudrions dire que l'éducation civique, c'est par exemple dire à nos enfants, dire aux usagers de la route, avant de traverser, quand il y a le feu rouge, vous devez vous arrêter. Piétons ou automobilistes, chacun à son tour, expliquer les signaux routiers, expliquer les marquages au sol, et chacun est appelé à les respecter, la nuit comme le jour. Qu'est-ce que nous remarquons sur la chaussée? Par moment, vous pouvez être accompagné de vos enfants, ça va vous étonner. Les injures que nous entendons dans nos oreilles, c'est comme si nous sommes... De la bouche de qui? Des usagers de la route, de tout bord. De quelle catégorie? Toutes les catégories confondues. Ah bon, même les piétons? Même les piétons. Ah bon, les piétons insultent? Oui, ils insultent. Donc, personne n'est épargné. Tout ça, c'est parce que l'éducation civique est très mal conçue. Il faudra un module approprié de l'éducation civique. Mais quand on écoute les gens de Kinshasa, le plus souvent, ce sont les fameux Wewa qui insultent. Et vous savez, parce que Kinshasa, il y en a même qui disent que Kinshasa, c'est ça même la République démocratique du Congo. Mais nous adoucissons un peu pour dire que ce n'est pas à tort. Au fait, Kinshasa, c'est le miroir de la République. Là, nous sommes d'accord. On sait comprendre le reste du pays à travers le comportement des Kinois que nous sommes. Raison pour laquelle nous disons pour clôturer, pour boucler, que nous pouvons avoir toutes les belles routes du monde. Nous pouvons avoir les transports de masse. Nous pouvons avoir les transports multimodal, train, avion, tout ce que vous voulez. Nous pouvons tout avoir, mais si nous n'avons pas une bonne éducation, eh bien, tout sera voué à l'échec. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire aussi? En dehors de cette éducation, il faudra qu'il y ait la sanction. Mais pour bien sanctionner ceux qui sont en train de commettre des contraventions routières, il faudra qu'il y ait la numérisation. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, personne ne peut désormais s'échapper. Si cela est fait, vous allez voir que facilement... Parce qu'imaginez-vous, nous avons les mêmes autorités, nous avons les mêmes hauts fonctionnaires qui, quand ils se déplacent, ils vont même dans les pays voisins ici, ils respectent scrupuleusement, ils respectent à la lettre le code de la route. Et pourquoi chez nous on ne respecte pas? Et d'ailleurs, 3/4 de nos autorités ont étudié, ont vécu en Europe. Et là-bas, qu'est-ce que ces autorités faisaient? Ils respectaient. Et pourquoi ici, alors que nous sommes aux commandes, nous ne pouvons pas respecter? Non, c'est de la mauvaise foi. Nous devons changer. Et les changements passent par la sanction. Qui doit donner le bon exemple? Bon, le bon exemple doit toujours commencer d'en haut. Les autorités à tous les niveaux. Vous savez que même les parents peuvent être aussi des modèles de leurs enfants. Ce que les enfants font, ils les copient chez les enfants. Vous êtes à bord du véhicule, un piéton passe, parce qu'il n'a pas respecté le code de la route, vous l'insultez. Demain, votre enfant va aussi l'insulter. Les enfants copient. Nous sommes les modèles, le reflet. Vous avez observé, professeur, sur ce point précis-là, parce que vous parlez de l'éducation civique, les gens qui doivent, ça doit passer par l'éducation des masses, par les médias d'État notamment, comme à l'époque, il y a 20 ans, 30 ans, la voix du Zaïre, Télé Zaïre, tout ça se faisait ce travail. Est-ce que vous observez les phénomènes, vous l'avez effleuré, des violations des routes à sens unique? Qui les font?
Je dis toujours que l'exemple vient d'en haut. Quand vous voyez quelqu'un qui est escorté par des policiers ou des militaires qui roulent en sens contraire de la circulation, tous les autres taxibus, tous les autres automobilistes, tous les autres motocyclistes qui viennent après lui vont imiter. Qui va-t-on interpeller? Personne. Ça devient compliqué. Quoi faire? J'ai dit, il faudra qu'il y ait la sanction et de façon objective. Si par exemple, avec le concours des nouvelles technologies de l'information, tout est numérisé, tout est suivi, vous commettez une contravention, à la minute, à la base de données, on indique que telle plaque vient de commettre une contravention et c'est lié à votre salaire, c'est lié à votre compte. À la fin du mois, quand vous allez retirer votre salaire, on indique qu'on a soustrait à telle date parce que vous avez commis une contravention. Je crois que si ça se répète 2 ou 3 fois, vous allez vous remettre sur les rails. Professeur Jérémy Moumbinga, transport multimodal, transport des masses, caméras de surveillance, transport, tout ce que vous énumérez parmi les pistes et les solutions, ayant parlé des causes et tout ça, c'est le travail de l'État, des gouvernants, non? Oui, c'est le travail des gouvernants, mais ces gouvernants doivent être accompagnés par leur population. Comment ça? Oui, c'est en fait ça, parce que nous avons tendance, malheureusement, mauvaise habitude. Les populations ne gèrent pas. Les populations ne gèrent pas, mais les affaires de l'État. Les populations délèguent les représentants. C'est ça le problème. Quand il y a élection, je ne sais pas comment, les gens se représentent quoi. Quand il y a élection, ça veut dire qu'on demande à ces souverains primaires de choisir des gens capables de défendre leurs intérêts, des gens capables de créer un climat de bien-être, des dirigeants capables d'améliorer le climat des affaires. Ça veut dire que les populations congolaises font le mauvais choix jusqu'à ces jours. Mais parce que qu'est-ce que leurs dirigeants. Et le mérite que les dirigeants, que les populations congolaises ont. C'est pour cette raison que moi, je ne suis pas comme les autres qui ont tendance à ne responsabiliser qu'une portion de la population. Seuls les dirigeants, non, non. C'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte pour que ça aille. Sensibilisons-nous. C'est tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Nous sommes dans une démocratie. Pourquoi ailleurs ça marche? C'est parce que tout le monde est conscient. Allez ailleurs. Est-ce que vous verrez quelqu'un boire et jeter la bouteille à travers la fenêtre de son véhicule? Non, non. Mais pourquoi nous le faisons ici? Là, il faudra que les premiers ministres, il faudra que les ministres de l'Intérieur viennent nous faire des remarques? Non, nous devons prendre conscience. Parce qu'il y a absence, d'après vous, d'après vos études, absence c'est l'inconscience de tout le monde, une inconscience généralisée. Parce qu'il y a impunité généralisée. Oui, impunité, inconscience généralisée, impunité généralisée. Nous devons d'abord commencer par nous identifier sérieusement. Qui fait quoi, qui est où, et chacun avec une identité bien connue. Et si chacun sait qu'il est connu, tout ce qu'il fait est surveillé, vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de bavures, qu'il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Nous allons limiter les dégâts. Professeur, population, évolution exponentielle, 18 millions d'habitants maintenant. À Kinshasa. À Kinshasa seulement. À Kinshasa. C'est 3 fois supérieur par rapport à la République du Congo en face. Hein? Et ça ne va pas s'arrêter, ça ne s'arrête pas apparemment. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Bon, alors quoi faire? Et nous devons prendre des mesures. C'est ça aussi. Donc, c'est ça. Tant qu'il y aura cette évolution exponentielle, les embouteillages vont demeurer? Cela risque d'être pire que ça. Parce que la population continue à se développer. Et vous savez, malheureusement, je l'ai dit avec pincement au cœur, notre pays est victime de la guerre lui imposée par ses voisins de l'Est. Et les populations, nous sommes caractérisés par la solidarité africaine et la solidarité congolaise, il faudrait que je dise comme ça. Et nos frères, nos sœurs qui viennent de la partie Est vers chez nous. Et tout ça, ça fait encore augmenter la population.
et nous ne devons pas vivre en désordre. Mettons de l'ordre, même si nous sommes très nombreux, nous allons bien vivre. C'est question de mettre de l'ordre. Il faut arrêter l'exode rural. Chacun doit prendre conscience. Il faut arrêter l'exode rural, professeur? Non, c'est-à-dire il faudra planifier. Il y a la planification, il y a des gens qui font des études de la planification. Vous savez, si tout est organisé, vous allez voir que même les gens qui sont tentés de se déplacer des villages vers la ville, ils vont préférer rester au village. Vous savez que même ici, chez nous, il est organisé des primes d'éloignement pour des gens qui accepteraient d'habiter dans des milieux ruraux. C'est pour cela qu'il serait un peu désagréable de voir des agronomes tous fuir les villages pour venir ici en ville, alors qu'en ville, il n'y a pas de champs. Professeur, revenons à nos moutons. Les embouteillages. Vous faites de nombreuses... vous donnez de nombreuses pistes des solutions au gouvernement. Et il y a un instant, vous avez dit que ce n'est pas forcément une question d'argent. Vous me laissez pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas une question de beaucoup d'argent. Ah bon? Avec la volonté. Vous rigolez là, il n'y a pas beaucoup d'argent. Je suis sérieux. Mettre en œuvre toutes les pistes de solutions là. Je suis sérieux. C'est-à-dire si il était question d'argent, et d'ailleurs quand vous parlez, vous insistez sur l'argent, vous risquez de faire peur. Mais il faut un budget pour mettre en place. Il faut un gros budget. Mais il faudra un budget, mais pas un budget colossal. Vous pouvez dépenser tout l'argent du monde, vous ne ferez rien s'il y a inconscience. Vous ne ferez rien. En dehors de l'inconscience, en dehors de l'inconscience, vous dites le plus grand problème des embouteillages à Kinshasa aussi, c'est l'homme, hein, l'homme congolais, indiscipliné, inconscient, etc., etc. Bon, mais quand même, hein, mettre en place les transports multimodaux, les transports par hélicoptère avec création des héliports, les transports des masses encore qui au jour d'aujourd'hui, ça cloche, etc., etc. Hein? C'est l'État qui doit engager énormément de fonds. Vous ne me croyez pas? Vous avez raison. Vous me regardez droit dans les yeux, professeur. Vous avez raison. Je raconte pas ma vie. Vous ne racontez pas votre vie, mais nous devons regarder tous dans une même direction. On peut dépenser beaucoup d'argent, mais s'il y a inconscience, cet argent ne servira à rien. On peut donner de l'argent aux gens pour aller acheter des bus, et cet argent risque de prendre une autre direction. Quoi, vous faites allusion à la corruption, la fameuse qui gangrène les pays? Ah, mais parce que dans ce que nous vivons comme embouteillage, la corruption, c'est aussi une tare. Hein? C'est aussi une tare. Nous devons être, je dis, l'inconscience à tous les niveaux. Nous devons combattre cette inconscience-là, à tous les niveaux. Ok. Bon, alors... Vous savez, si on achète par exemple 100 bus pour la ville de Kinshasa et que les gens sont inconscients, à cause d'une petite manifestation, on commence à brûler les bus un à un. Vous allez me dire que c'est une histoire qui demande beaucoup d'argent? Non. C'est-à-dire, quand il y a conscience, nous devons considérer les instruments, les matériels que l'État met à notre disposition comme des patrimoines. Ça vient du mot latin, des biens communs. Qui peut brûler son pantalon parce qu'il a échoué à l'école? Qui peut brûler la maison de son père parce qu'il, à moins qu'il soit insensé? C'est pour cela que j'en appelle à la conscience collective. Bon, professeur, on est bousculé par la réalisation, le temps nous est compté à la télé, mais encore énormément de choses à dire avec vous, vos éclairages. Alors, quand on observe les embouteillages à Kinshasa, à un moment donné, il y a des agents qualifiés qui sont commis à la tâche. Apparemment, ils sont complètement dépassés par les événements, tant et si bien que, et même le gouvernement amène à leur rescousse militaire. Non, non. Mais si
ces agents-là. Vous les prêtez main forte. D'abord, ils sont au nombre de combien ces agents-là? Et puis, on ne sait pas mettre un agent à chaque coin de la rue. J'en appelle à la conscience, au civisme routier de tout le monde, de telle sorte que, de nuit comme de jour, si chacun sait qu'il doit respecter le code de la route, il doit respecter la loi, eh bien, on n'aura même pas besoin de policiers. Chacun passera. Et quand vous êtes ailleurs... Comme on envoie à l'étranger dans nos voyages. Les gens respectent seulement la loi. Les policiers seront là peut-être pour constater quelques cas de dérapage. Mais si le dérapage est considéré comme une vie normale, comment voulez-vous que ces quelques personnes, ces quelques agents puissent régler la situation? Non, ça sera comme une goutte. Mais ils sont trop nombreux, des fois on les voit agglutinés. Ce n'est qu'une apparence, ce n'est qu'une apparence. Site stratégique. Ce n'est qu'une apparence. Scrutez bien mon ouvrage. J'ai identifié tous les carrefours à problème. Et quand vous y arrivez, mais il y a 2 fois, les embouteillages commencent à 5 heures du matin. Est-ce que ces agents-là, qui, entre guillemets, causent les embouteillages, sont là? Il y a 3 ou 4 jours, avant la réalisation de cette émission, les embouteillages sont allés jusqu'à 23 heures. Où étaient ces agents? Non. Ça veut dire que si on n'est pas organisé, on peut utiliser toute cette population de la ville de Kinshasa comme agent de circulation routière. On n'aura pas de solution. Ce sont des problèmes qu'on aura ajoutés à d'autres problèmes. Soyons seulement sérieux dans ce que nous faisons, qu'on en appelle à la conscience de chacun, l'éducation civique, la maîtrise du code de la route, le respect de la loi. Respectons la loi. Professeur Germain Moubenga, peut-être parmi les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et qui sont toujours inquiets par rapport à ces phénomènes des embouteillages, que répondez-vous à ceux-là qui diraient de vous que vous rêvez, vous êtes dans l'utopie, dans les chimères, vu l'ampleur de ces phénomènes au jour d'aujourd'hui? Nous devons être optimistes. Si ailleurs, on a trouvé des solutions, il y avait des embouteillages, les embouteillages ne sont pas un phénomène congolais. C'est un phénomène que beaucoup de pays, que beaucoup de villes ont vécu. Oui, mais ailleurs ça a été jugulé. Ils ont vécu et ils ont vaincu. Ce n'était pas chimérique. Ce n'était pas une façon de rêver. Ils se sont mis au travail et il y a des solutions. Mettons-nous au travail. Ce sont des polémiques inutiles. Un travail de longue haleine, un travail de fourmi. S'agissant de Kinshasa? Oui, un travail de fourmi. Un travail qui interpelle tout le monde. Ma vision, elle est holistique. Vous avez tenté plusieurs fois de me réduire à qualifier seulement une portion de la population comme responsable des embouteillages. J'ai dit non. Et j'insiste clairement cette fois-ci pour vous dire que j'ai une vision holistique pour la solution, pour la thérapie de ces embouteillages. Une seule personne ne saura rien faire. Un seul groupe de personnes ne saura rien faire. C'est toute la population qui est interpellée. De votre point de vue d'expert spécialiste en la matière, y a-t-il une politique gouvernementale en matière de gestion des embouteillages, y compris les transports? C'est pour cette raison que je dis que le code de la route devra être révisé pour qu'on puisse axer certaines questions importantes de la planification, de la régulation de la circulation routière. Les textes peuvent aider aussi à contribuer à la fluidité du trafic routier. Voilà la stratégie. C'est-à-dire les experts. Ça fait l'avenir, hein? Je ne suis pas le seul à être expert. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur les transports, sur le trafic routier, sur la sécurité routière, sur beaucoup de questions qui touchent à la route. En fait, le problème du trafic, il est transversal. Personne n'échappe. Hein? Nous sortirons d'ici, nous serons butés au problème des embouteillages, au problème du trafic routier. Donc, tout le monde est concerné et tout le monde doit mettre sa main à la pâte. Professeur Moubenga, les gens de Kinshasa doivent encore vivre avec les embouteillages pour longtemps? Monsieur Simplice, vous êtes taquin. Ah bon? Non, ça veut dire que j'en appelle toujours à la bonne foi, à la conscience de chacun. Si je pouvais me limiter à produire seulement les livres, mais j'ai compris qu'il était temps
d'accepter votre invitation. Vous ne répondez pas à ma question il y a un instant. J'ai compris qu'il était temps d'accepter votre invitation pour qu'au lieu que ça soit seulement écrit, qu'on puisse à travers nos paroles Tout parler. à fait. Et d'ailleurs, au commencement, je suis chrétien, hein, au commencement c'était la parole. J'ai voulu commencer par le commencement, c'est-à-dire avec la parole pour convaincre certains de nos compatriotes à emboîter les pas. Et ça va aller. Je suis optimiste. Donc la nécessité de travail de pédagogie comme vous le faites, comme nous le faisons, vous et moi, hein, à travers vos cogitations, vos réflexions pertinentes. Oui, cette pédagogie va concerner tout le monde, et les lettrés et les illettrés, tout le monde. Personne n'est épargné, parce que tout le monde utilise la route, d'une manière ou d'une autre, comme piéton, comme automobiliste, comme cycliste, comme motocycliste. Vous n'êtes pas un petit peu, vous n'affichez pas un optimisme béat quant à la manière, aux solutions que vous proposez de juguler. Est-il possible de juguler les phénomènes des embouteillages à Kinshasa? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis à écrire. Nous avons réfléchi. Après avoir souffert dans les routes de Kinshasa, après avoir vu même des femmes en difficulté de maternité concevoir sur la rue, après avoir vu des accidents mortels, et tout cela nous a interpellés. Est-ce que nous allons accepter de vivre sans organisation, de vivre sans planification, alors que nous avons des têtes pensantes? Nous disons non. Nous avons confiance aux Congolais. Ces Congolais ici, ils se comportent bien quand ils sont ailleurs. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas se comporter bien quand ils sont chez nous? Nous interpellons tout le monde. Nous devons bien nous comporter. L'éducation civique. Nous allons on va faire un plaidoyer pour que ce cours oui, soit donné dès l'école maternelle jusqu'à l'université. Qu'on insiste beaucoup sur cette question de circulation. Parce que je vous assure, après Kinshasa, ça sera peut-être Lubumbashi. Après Lubumbashi, notre grande ville. Hein. Un jour, on vivra à Kinshasa sans embouteillage. J'ai la ferme conviction qu'on pourra vivre. Vous donnez combien de temps, vous, si pour arriver à ces soulagements? Si on applique ce qui est contenu dans cet ouvrage, vous serez surpris comme moi. Si on applique, qui doit faire appliquer? Qui doit appliquer? Dans un État, nous avons toujours une relation gouvernant-gouverné. Les gouvernants appliquent, font exécuter et les autres obéissent. Les gouvernés obéissent. Il n'y a que cette relation-là. Il n'y a pas d'autre. On n'a pas inventé la roue. Les gouvernants conçoivent, décident, font appliquer, les gouvernés obéissent. Quand il n'y a pas bonne application, la sanction doit demeurer. Il faut qu'il y ait aussi la sanction. C'est pour cela que nous chantons, pour ceux-là qui veulent nous entendre, il y a impunité, mais c'est devenu un slogan, impunité. Mettons-nous à l'œuvre. Commençons par sanctionner. Commençons par un cas, 2 cas, 3 cas. Et finalement, les gens vont trouver que nous sommes sérieux. Quelles sont les premières mesures par rapport à ce que vous venez dégrainer, les chapelets, nous en appelons en urgence à mettre en place à nos autorités parce que c'est faisable. Soulager. Dans ce pays, il n'y avait pas Transco. Dans ce pays, il n'y avait pas Academia. Mais quand les autorités se sont décidées de mettre ces transports, c'est déjà une preuve de bonne volonté. On peut se pencher là-dessus. Il y aura beaucoup de véhicules. Nous sommes en train de pleurer jour et nuit. Il n'y a pas de travail pour les Congolais. Mais si on met ces véhicules... Est-ce que le fait de mettre beaucoup de véhicules sur nos routes, bon, ça, c'est une les embouteillages vont disparaître? C'est une première mesure. Mais parce que s'il y a le transport de masse, mais ça va décourager l'usage des véhicules individuels. Les gens se débrouillent à acheter des carcasses à gauche, à droite, parce qu'ils veulent être indépendants, ils veulent se déplacer. Il y a des fois, vous allez au niveau des arrêts de bus, vous voyez des masses de gens incommensurables. Vous vous dites, mais vous êtes dans quel pays? Et ces gens viennent d'où? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver à Kinshasa? Non, mais allez à Tchangou le matin. Allez vers Mbiza le matin. Les arrêts de bus sont bondés de monde.
s'il y a des transports de masse et ces transports qui sont réguliers, on sait qu'après chaque 30 minutes, après chaque 20 minutes, il y aura un bus de transport. Chacun va s'élever à l'heure de son choix, il va arriver à l'heure de son choix. Il n'y aura pas tous les véhicules, tous ces engins de mort que nous voyons sur la chaussée. Et d'après vous, donc, spécialistes, experts, ça c'est l'affaire de l'État, du gouvernement. Oui, c'est l'affaire de l'État, l'affaire du gouvernement, mais les populations doivent comprendre. Comprendre Si quoi, les populations vont acheter des bus? Non, les populations ne vont pas acheter les bus. Quand on va acheter les bus, mais ces populations ont le devoir de protéger ces bus-là. Je vous ai donné l'exemple des gens qui, après une petite manifestation, un petit mécontentement d'un groupe de gens, on commence à brûler les bus. On commence à les vandaliser. On met des caméras de surveillance sur la voie publique à cause d'une petite manifestation, un mécontentement parce que tel de ma tribu n'est pas nommé, tel de mon quartier n'est pas nommé, on commence à vandaliser. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on est en train de jeter par la fenêtre. En attendant, les embouteillages ont encore des lendemains dans ce pays, à Kinshasa. Non, non, soyez optimistes. Ne raisonnez pas comme si vous venez de l'autre côté du fleuve. Soyez optimistes. Ça va aller. Bon, on termine votre message. Les derniers mots pour conclure l'émission. Les derniers mots. Les embouteillages. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ici, connaissance, c'est l'éducation civique en général et l'éducation civique routière. L'éducation civique sur la route, les gens doivent respecter la loi. Nous devons tous respecter la loi et vous verrez que ça va aller. Même ce soir ici, si chacun se met à respecter seulement la loi, vous allez voir que les embouteillages vont diminuer. Ne fût-ce que ça. On n'aura pas besoin d'un militaire, on n'aura pas besoin d'un policier sur la chaussée. Les gouvernants doivent utiliser la méthode forte, vous voulez dire? Il faut sanctionner. S'il n'y a pas de sanction, rien ne peut se faire. Même vous, M. Simplice, pour réussir à l'école, il y a une sanction. Sanction positive et sanction négative partout. La sanction ne peut épargner personne. Voilà, nouvelle donne est terminée ce soir. L'invité, le professeur Germain Moubenga Ngelekia. Voilà, il a creusé la tête. Il n'est pas resté indifférent par rapport à ces casse-têtes des embouteillages à Kinshasa. Il a réfléchi en profondeur et propose à tous, à chacun, au gouvernant, donc au sommet de l'État comme à la base, sa thérapie. Voilà. Merci à vous d'être venu nous voir ce soir, professeur. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nouvelle donne est terminée ce soir. Réalisée de main maître par Pierre Mwanda, assisté derrière la caméra, par Ciel Nzanga, mes techniciennes de prédilection, qui m'accompagnent dans la production, la réalisation de cette votre émission Nouvelle Donne. Voilà, moi c'est Assemblée Divine Kalunga. Merci de nous avoir regardés à l'échelle nationale comme à l'échelle planétaire. Bonsoir et à très bientôt. Bonsoir. Ok, merci beaucoup.